Bienvenue au podcast La classe ouverte. Si vous êtes parent, enseignant ou simplement convaincu que l'éducation est un levier puissant de développement personnel pour les enfants, vous êtes au bon endroit. Salut! Alors, bienvenue au podcast L'éducation, donc qui est un espace en fait pour repenser l'éducation, pour qu'on puisse vivre dans un monde plus ouvert, plus libre, puis sortir aussi des cadres rigides, un peu plus rigides de la société. Donc, aujourd'hui, on reçoit Alex. Allô Alex? Donc, Alex a un parcours atypique au préscolaire, au secondaire aussi. Donc, il va pouvoir aujourd'hui nous expliquer un petit peu son histoire, puis voir comment il a évolué, puis comment ce chemin-là qu'il a pris, qui est différent, le pousser vers vraiment ses passions pour créer la vie qu'il a aujourd'hui, donc sa vie de rêve. Fait que moi, je suis entrepreneur. J'ai parti une coupe de business, dont une business qui s'appelle Sécurité X-Guard. On a une division de formation aussi là-dedans. J'ai parti d'une compagnie de logiciels que j'ai vendue il y a quelques années. Puis maintenant, je suis rendu... j'ai parti une business dans le AI, où ce qu'on a réussi à pratiquement tout automatiser. Le pipeline de production de contenu, d'éducation, la portion texte et la portion vidéo. Fait qu'un start-up en technologie, si vous voulez. Fait que c'est à peu près ça que je fais aujourd'hui. Voyage pas mal aussi. Fait que c'est cela. Puis, je pense que ça recap un peu mon parcours actuel. Puis, si tu peux nous parler un petit peu de toi, comme ta personnalité dans la vie. Comment t'es? Ouf! Ah! Écoute, je sais pas. Là, tu sais, c'est sûr que si on s'en va en lien avec l'éducation, ben, tu sais, pour embarquer dans le sujet, si on veut, ben, c'est ça. Mettons, à l'école, c'était un peu rock and roll, disons. Fait que c'était pas trop mon endroit. Mais sinon, je sais pas, j'essaie de... Moi, dans le fond, j'aime un petit peu tout essayer, tout faire. C'était un peu ça aussi dans le niveau parcours scolaire. Tu veux tester plein d'affaires, puis voir comment tu peux partir de... C'est pas une approche divergente, convergente, là, si on veut, que tu testes beaucoup de trucs, par la suite, tu décides qu'est-ce que t'aimes, puis tu t'enlignes un petit peu vers ça, si on veut. Fait que, mettons que dans la vie en général, j'aime ça tester plein d'affaires, donc ça T'aimes essayer, t'as une créativité, je pense, qui sort du commun. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette créativité-là, puis ce désir de découvrir, d'apprendre, hein, cette soif-là d'apprendre? Ouais, ben écoute, je pense que, tu sais, quand on est des enfants, normalement, tu veux essayer plein de trucs, tu veux, je sais pas, toucher à tout, créer des trucs, etc. Puis, je pense qu'il y a un cadre à un moment donné qui fait en sorte que c'est peut-être que ça s'enlève. Je pense qu'on essaie de faire rentrer souvent les gens dans des moules, puis c'est pas nécessairement la bonne chose. Je comprends que tu as besoin d'avoir une partie de parcours, si tu veux, qui est structurée, là. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais je pense que tu as comme un curriculum, un tronc commun, quelque chose que en éducation que tu dois avoir. Mais le fait d'essayer de faire rentrer les gens un peu trop dans un chemin là, qui prédéfinit. Mais je voudrais rebondir justement là-dessus si tu dis que est-ce que tu sentais que tu fitais pas dans le moule? Puis si oui, c'est quoi le moule en soi? Puis de quelle façon ça a pu teinter ton parcours scolaire puis ta motivation à l'école? Ben, là, en tout cas, l'éducation aujourd'hui, j'imagine, ça a peut-être différé un petit peu, mais il y avait beaucoup, tu sais, par exemple, mettons le par cœur. Je sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui, là, mais apprendre des trucs par cœur à l'école, quand tu as des outils d'AI, je veux dire, il y a quand même une certaine absurdité là-dedans. Je comprends que tu as un besoin de... Tu sais, je me rappelle en chimie organique à l'université, tu avais besoin d'apprendre la synthèse de chacun des acides aminés et des trucs comme ça. Bon, l'utilité, j'imagine que tu dois l'apprendre par cœur si t'es dans le domaine, mais l'utilité du par cœur, je sais pas à quel point ça a sa place, ça doit en avoir une partie, mais il y a probablement d'autres méthodes aussi d'apprendre. Moi, personnellement,
que ce soit quelque chose que je lis ou que j'apprends, je pense que la meilleure chose à faire tout de suite après, c'est de l'appliquer dans un contexte qui est pratique. Tu sais, je sais pas si vous apprenez, je sais pas, mettons, vous apprenez à jouer au tennis, je sais pas, quel sport que vous faites? Du vélo. Bon, Ouais, du vélo. mettons du vélo. Mais si t'apprends à faire du vélo, puis tu apprends la théorie, mais tu t'en vas pas faire le vélo, je veux dire, il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui manque, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a quand même une... Pour être capable de l'intégrer. Je pense que tu as besoin d'une certaine... Puis là, tu sais, c'est vous les profs, là, encore une fois, là, fait que ça va peut-être être plus vous qui êtes en mesure de me dire ça. Mais normalement, quand tu as un concept, tu vas essayer de l'intégrer avec la personne, right? Il faut que ça soit comme unifié un peu comme concept. Si tu apprends, je sais pas moi, mettons les langues, c'est un bon exemple, là. Je parle espagnol, anglais, français. Mais si tu ne pratiques pas ton espagnol, tu vas le perdre, right? Bon, quand tu apprends le français, il faut que tu le parles, ça fait du sens, théoriquement. Mais il y a des trucs, par exemple, j'imagine j'essaie de trouver des contextes particuliers, là, mais à l'école, là, disons les mathématiques, là, c'est un petit peu moins applicable aux pratiques, là, si on veut. C'est pas... Moi, je dirais même que c'est le contraire. C'est probablement les mathématiques. Qu'est-ce qui est le plus praticable dans la vie lorsqu'on le met sous forme de projet? Ouais. C'est juste qu'on enseigne tellement aux enfants, justement, peut-être d'une façon trop traditionnelle à juste faire l'équation, mais on oublie de leur montrer à quoi ça pourrait servir, cette équation-là, parce qu'au final, les maths, c'est ce qui est le plus réaliste dans la vie, dans les projets. Ouais. Mais est-ce que tu sentais justement que toi, à l'école, c'était trop axé sur le par cœur, puis toi, déjà direct, tu te disais, ben, ça sert à quoi d'apprendre ça, je veux direct le réinvestir. T'sais, est-ce que tout de suite, toi, tu voulais passer à l'action? Fait que tu cadrais pas dans ce cadre-là parce que tu voyais pas la pertinence de ce qui était enseigné ou de la façon dont c'était fait? Ben, pour revenir sur ton point, mettons, au niveau des maths, si, mettons, t'enseignes, je sais pas, le triangle de Pythagore, puis t'apprends à quelqu'un à... C'est très pratique. Ça se fait assez facilement, les triangles de Pythagore et compagnie, quand tu fais, mettons, tu poses des 2 par 4. Je pense que n'importe qui, ça deviendrait pas mal obvious pourquoi tu as besoin de comprendre un minimum de géométrie puis toute la quête. Fait que tu sais, ça aurait été cool. Puis là, encore là, je comprends. Là, c'est un système d'éducation, c'est gouvernemental, ça doit être standardisé pour tout le monde, toute la quête. Puis là, ben encore là, ça vient aux questions futures, tu sais, comme tout le monde apprend d'une façon différente. Je pense que le plus petit groupe que tu as, puis le plus d'attention qui est mis sur l'individu en soi, ben le mieux que c'est, right? Fait que, mettons que tu aurais appris les maths, puis après ça, ben tu as un petit cours de charpenterie à côté de charpenterie, de carpentry, là, Ouais, charpenterie, menuisier. charpentier, menuisier, ouais, c'est ça, d'ébénisterie, là, mettons. Ouais. Ben, je Pour pense le qu'il y aurait quand même... réinvestir tout de suite. Ben, Ouais. c'est ça, mais je pense que tu as une meilleure intention aussi de cette façon-là. Ben, c'est un peu, si je peux rebondir, c'est un peu comme en mathématiques, on enseigne les résolutions de problèmes. Donc, souvent, on va demander aux enfants, organise-moi une fête, organise-moi un événement. Donc, on va aller chercher, par exemple, à l'épicerie des aliments. On va leur demander, on va intégrer des concepts comme les fractions, les diagrammes circulaires, les diagrammes à bande. Donc, on intègre tout ça, les multiplications, les opérations. Mais en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est de l'organiser en vrai avec eux. On organise la fête de fin d'année, la direction nous donne un budget, puis ensemble, on va aller à l'épicerie, on va regarder les prix, on va le faire avec du concret. Ouais. Puis ça revient un peu à ce que tu dis. On m'apprend quelque chose, mais je suis pas capable de le mettre en application tout de suite. Alors en fait, de là à savoir, je l'apprends, mais est-ce que je l'ai vraiment intégré? Ben, c'est ça qui est intéressant dans une business, c'est que ce que tu apprends, tu l'appliques, Ouais. puis t'as des métriques après, dans le fond, t'as Ouais. des indicateurs de performance qui, au final, est-ce que tu fais de l'argent ou pas, là? Tu sais, c'est Fait ça, que tu ou peux est-ce que tout tu de fais suite des te ventes? réajuster. J'apprends quelque chose, je l'applique, je réajuste, j'apprends, je réapplique. Donc, c'est beaucoup plus concret. Ben, tu sais, c'est comme quand tu voles, je sais pas d'où l'exemple vient, là, mais je pense que ça a été utilisé quand même pas mal. Si tu vas de, je sais pas, Montréal à Miami, on va dire, en avion, ben le pilote, il rectifie l'avion souvent quand même, là. C'est pas juste comme, on met la trajectoire, faut que tu aies vous appelez ça la rétroaction, là, je pense, de votre côté, feedback loop. Ouais. Ouais. Fait que
Je veux dire, comment, si t'es pas capable d'être... C'est un peu difficile si t'as pas de feedback. Puis un examen, mettons, là, dans le contexte scolaire, c'est une forme de feedback, mais c'est très... C'est pas nécessairement le bon type de feedback, puis une note, c'est quand même limitatif comme feedback. Après ça, comment que l'examen a été monté? Est-ce que c'était bien pondéré? Est-ce que, mettons, ton examen, je sais pas moi, on va dire, je sais pas moi, le système sanguin, mettons, parce que je vois un livre de biologie, mettons que c'est sur le système sanguin, mais que, je sais pas moi, c'est la mécanique du cœur, on va dire, qui représente 70% de l'examen, mais que dans la réalité, ça représenterait juste 10% de la matière. Est-ce que c'est bien pondéré? Est-ce que c'est un... Tu sais, fait qu'il y a quand même des limitations à ça. Je comprends que tu veux, par contre, standardiser des systèmes d'éducation. Je sais pas c'est quoi votre point, vous, là-dessus? Sur un examen ou comme... Ça serait quoi le meilleur feedback de votre côté? Je reformule 2 secondes. Comment vous faites pour donner aux élèves la meilleure rétroaction possible? Tu sais, c'est probablement pas juste une note puis débrouille-toi après. Donc, comment vous faites? Non, au contraire. Puis, tu sais, c'est intéressant tout ce que tu amènes. Puis, c'est sûr que l'éducation, elle a évolué depuis le temps que nous, on a été à l'école. Ça fait déjà 20-30 ans. Je sais pas si tant que ça, mais à peu près, ça fait quand même longtemps. Et aujourd'hui, puis je pense que l'éducation s'en va de plus en plus vers ça. On s'en rend compte, c'est juste qu'avant de changer du tout au tout, ça prend du temps. Ça prend surtout de la motivation puis de l'intérêt des gens. Puis la pédagogie par projet, surtout au primaire, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus présent pour donner du sens aux apprentissages. Après, nous, on n'est pas du milieu secondaire. On a un peu certaines vues, mais on se prononcera peut-être pas là-dessus. Mais nous, dans notre façon de voir la pédagogie, au niveau du feedback, au niveau de la rétroaction, c'est essentiellement qu'est-ce qui fait progresser un enfant, c'est des commentaires, pas la note. C'est des quoi? Des commentaires. Ouais, OK. Exactement. Concrètement, tu vas donner des commentaires. Ouais. Des entrevues avec l'enfant aussi. Prendre le temps, justement, de rencontrer l'enfant, de faire sa petite évaluation avec l'enseignante ou petit groupe ou autre, mais d'y aller avec les commentaires, parce qu'au final, ça sert à quoi d'avoir eu ta note? Bon, j'ai eu 80%. OK, mais ça ne te dit pas qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris, quels sont tes bons coups, de quelle façon tu peux t'améliorer. Donc, en tout cas, au primaire, c'est beaucoup plus appliqué. Ça dépend des milieux, ça dépend des écoles, c'est sûr. Tu as des écoles beaucoup plus progressistes que d'autres. Mais de façon générale, c'est ce qu'ils essayent le plus d'intégrer, le feedback. Puis ça a été prouvé que le feedback, c'est l'élément qui est le facteur de réussite numéro 1 au niveau scolaire. Donc, il faut miser là-dessus. Mais je pense que tu as besoin de mesurer, tu as besoin d'une note pour partir d'une genre de standardisation, là, si tu veux, là, au niveau des notes. Mais par la suite, la note sert à mesurer, mais ça sert pas particulièrement, ça te donne pas de guideline pour t'améliorer. Fait que comment vous... Ouais, c'est comme ça te dit on ou off. Ça te dit je l'ai pas, mais ça t'oriente pas non plus. Puis je pense que c'est un mélange des deux qui est important. Puis en tout cas, au primaire, on essaie de limiter le plus possible les notes à, justement, tu passes pas. Après, ça dépend des politiques d'école. Tu as des écoles qui ne font pas redoubler des élèves. Mais au final, tout dépend de comment tu as amené ça avec l'enfant. Puis si on a conditionné l'enfant dès jeune d'avoir une note et que telle note signifie oui, telle note signifie non, telle note signifie à peu près, ça va être ça son référent, puis ça va être difficile plus tard de l'amener vers les commentaires ou l'amener vers du feedback. Fait que je pense que ça part très jeune. Dès qu'ils sont jeunes, on doit les amener dans ce process-là. C'est aussi en lien avec la métacognition qu'on parle aussi beaucoup aujourd'hui, qui est d'apprendre à l'enfant à être conscient de comment il apprend, puis comment il évolue, puis de quelle façon il est en train d'apprendre. Fait que l'élève n'est pas juste en classe, j'écoute et je sais pas pourquoi je fais ça. L'élève est conscient, est présent et sait pourquoi il le fait, sait pourquoi il l'apprend, sait qu'est-ce que ça va lui amener plus tard. Donc, je pense que ça peut être une piste de solution pour les outils. Mais initialement, mettons... Oh, excuse-moi, je vais 2 secondes. Vas-y. Initialement, je pense que la méthode d'apprentissage traditionnelle d'à peu près toute l'histoire de l'humanité là, était l'apprenti-maître. C'était comme ça que ça fonctionnait. Tu avais quelqu'un qui te mentorait, puis que ce soit justement, par exemple, charpentier menuisier, ou que ce soit comme un entrepreneur, un plombier ou un printer dans le cas de Benjamin Franklin ou des trucs comme ça. Tu avais le principe de quelqu'un qui te mentorait pendant plusieurs années. Puis justement, c'est sûr que cette personne-là ne te mesurait pas avec des notes. Puis son feedback était individualisé et personnalisé, right? C'est quand tu arrives avec des états
Le bon, en tout cas, ça sera ma thèse sur le gouvernement. Mais c'est quand les gens ont commencé à se déresponsabiliser puis donner l'éducation de leurs enfants, qui est probablement une des choses, si c'est pas la chose la plus importante dans la vie, d'éduquer la prochaine génération, si on veut. Quand on a commencé à se déresponsabiliser de tout ça puis donner ça à un État, providence, comme... En tout cas, ça c'est mon opinion sur la chose. Mais on s'est comme des responsabilités là-dessus, puis on a dit, OK, ben on va essayer de standardiser l'éducation, puis d'appliquer ça à tout le monde de la même façon. Puis, un de mes amis me faisait remarquer qu'au niveau d'un retour sur investissement, l'éducation est le plus difficile à avoir parce que c'est tellement long que c'est très dur de voir ton retour sur investissement. Ton retour d'investissement, quand tu enseignes à un enfant de 4, 5, 6, 7, 8 ans, ça peut être 20, 25, 30 ans. Ça peut être hyper long. Fait que c'est très dur de mesurer ça. Puis le problème, c'est que ce que tu enseignes aujourd'hui, ben tu vas juste voir les impacts dans 25-30 ans. Fait que si tu t'es planté quelque part, tu le sauras pas tout de suite. Puis j'ajouterais aussi que ça dépend tellement du contexte de l'enfant. Ça dépend du contexte familial, ça dépend des enseignants aussi, du type, de la qualité d'enseignement qu'il reçoit aussi. Puis pour revenir un petit peu à ta question sur la rétroaction de l'enfant, moi, ce que je trouve qui fonctionne énormément avec les enfants, c'est de leur faire une introspection aussi à l'intérieur d'eux. Donc, disons, je prends un exemple, là, mais disons qu'on travaille la rédaction, l'écriture avec l'enfant. Donc, oui, en enseignement, on a une grille, on a des critères, on a 5 critères d'évaluation à évaluer. Mais quand on prend le temps de les expliquer à l'enfant, c'est quoi ces critères-là? Qu'est-ce qui est important? Puis d'enlever le contexte des notes, parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'il soit en mesure de formuler un message clair selon qui il est, selon sa créativité, selon ses idées. Alors, quand on invite l'enfant, justement, à développer ce message-là et de lui demander, toi, qu'est-ce que tu aimes de ton texte? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu trouves là? Wow! Ah oui, ça, j'ai vraiment bien fait. OK, parfait. OK, on aurait pu aller vers cette direction-là, puis vraiment de soutenir l'enfant. Pas de le faire à sa place, puis pas seulement de lui dire « Ah, ben ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, ça. Parce que ça, c'est ma propre perception. Mais d'inviter l'enfant à se faire confiance, puis à dire « Ah oui, OK, ça, c'est vrai là que ce point-là, j'aurais pu l'améliorer, je vais le retravailler. » Ben, c'est parce que c'est Christian, d'ailleurs, que tu connais, qui me faisait remarquer ça. Il y a une différence. Aujourd'hui, on instruit, mais on n'éduque pas. Donc, c'est un peu ça, je pense, le problème. C'est quand on s'est mis à standardiser la totalité de la chose. Puis là, je parle at large. C'est sûr qu'il y a des professeurs qui sont exceptionnels, il y a des écoles qui sont exceptionnelles, tout le kit. Mais de façon générale, on a standardisé le processus d'éducation, si on veut. Mais on n'éduque plus, on instruit. Il y a quand même, je serais curieux j'ai pas la définition pour la différence entre les deux, mais l'instruction est beaucoup plus technique, si on veut. Puis quand on s'est... C'est ça, c'est que je pense qu'on apprend des choses, mais on n'apprend plus trop à penser. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, Ouais, tout à fait. tout à C'est fait. qu'on est axé sur les connaissances et non sur les compétences. Exact. Puis au final, les nouveaux programmes sont supposés être axés sur les compétences. Après, ben, on verra de quelle façon c'est mis en place. Mais je pense qu'il y a des belles intentions. Je pense que tout le monde se rend compte un peu de tout ça. Mais après, dans l'application, c'est très difficile parce qu'encore une fois, comme on dit, il faut uniformiser, il faut standardiser. Puis c'est là que ça devient difficile. Et la question, c'est est-ce qu'il faut standardiser? Ben, c'est ça, Moi, je peut-être pense pas que nécessairement. non. Ben, c'est ça, exactement. Puis on dit pourquoi est-ce qu'il faut standardiser? Parce qu'on revient à pour donner les chances égales à tous. Au final, c'est avec ce principe-là. Puis si on peut juste revenir un petit peu en arrière sur ton parcours, toi, justement, par exemple, au secondaire, si on cible le secondaire, est-ce que tu sentais que tu étais dans un moule standardisé puis que toi, tu voulais t'en sortir ou tu sentais que tu allais te faufiler à ta façon? De quelle façon, toi, tu l'as vécu, ton école secondaire, qui t'a amené dans ton parcours d'entrepreneur parce qu'au final, tu as décidé de faire ta propre affaire. Tu as dit, bon, ben moi, je pars ma propre business, tu étais quand même assez jeune. Donc, qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours scolaire au secondaire à te tourner vers l'entrepreneuriat? Ben, c'est sûr qu'au secondaire, comment dire ça,
je me pognais le cul. Je sais pas comment dire. Tu t'ennuyais. Poliment. Tu t'ennuyais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Puis c'était très plate, en fait. C'était assez facile pour moi, disons, là, les notions qu'il enseignait. Fait que je sais pas s'il passait 3 mois, je sais pas, sur un sujet quelconque. Des fois, ça pouvait me prendre une journée ou deux de l'avoir compris. Fait que là, ben, le reste du temps, là, on parle de maths, on va dire. T'en as tous les jours, pratiquement, tous les 2 jours. Puis là, tu fais quoi dans une classe à part déranger le monde? Bon, fait que c'est ça. Je me faisais sortir tout le temps, puis c'était ça. Il y avait pas grand-chose. C'était pas pire, là. Je pouvais aller... il y avait une directrice à un moment donné qui me laissait aller jouer de la guitare, là. Fait que dans le cours de musique, comme ça, j'écœurais pas personne. Fait que ça, c'était une pas pire. Après ça, j'avais un prof, justement, là, que je t'ai déjà parlé. C'était M. Picard, qui, lui, nous disait que j'avais... Moi et un de mes amis, on était quand même pas pire à l'école. Puis il nous disait que... il nous donnait des livres à lire, en fait. Puis il nous amenait comme manger de la pizza ou luncher ou je sais pas quoi à toutes les 3-4 semaines. Ou je pense qu'il commandait, je me rappelle pas, je pense qu'il commandait peut-être une pizza, il me donnait des points, je me rappelle pas exactement. Mais il nous avait fait lire Pouchkine, Tolstoï, Kafka. Des affaires comme ça, c'était quand même intéressant. Fait que tu vois, ça revient au même titre. L'éducation était personnalisée dans ce cas-là. Et c'était de l'éducation et non de l'instruction. Parce que c'était hors du programme. C'était hors du programme de qu'est-ce qu'il fallait que tu apprennes parce qu'ils considéraient que toi, bon, de toute façon, ça allait bien, donc on va t'occuper d'une façon saine pour te stimuler. Est-ce que tu sens que justement ces enseignants-là ont fait ça pour te stimuler intellectuellement puis répondre à ton besoin de curiosité puis d'apprenant? Oui, exactement. Mais je pense que c'était clair que c'était pour ça. Puis, c'est un petit peu ça, le modèle, si on veut sortir... Si on va aller... Parce que, tu sais, on le sait, puis moi aussi, je le fais en intelligence artificielle, on va aller vers l'éducation personnalisée. Mm-hmm. Mais la question, c'est comment qu'on fait l'éducation personnalisée, mais en gardant la touche personnelle humaine. Parce que c'est cool, là, Grok ou ChatGPT, puis ces trucs-là, c'est cool, sauf que tu peux pas passer ta journée devant un écran à interagir avec un robot, là. Je veux dire, ça l'enlève, là. Mais ça prend du côté humain ça. un peu, ouais. Fait que comment tu le fais? Je pense que... Bon, ça, c'est juste mon point, mais je pense qu'il y a une énorme part de la responsabilité qui revient aux parents. Si tu veux te déresponsabiliser de l'éducation de ton enfant, l'envoyer à l'école, puis dire « Arrangez-vous, puis c'est à vous la responsabilité d'éduquer l'enfant », ben là, je pense qu'il y a un problème fondamental là-dedans. Je pense pas que c'est du tout la bonne approche. Mais c'est quand même quelque chose, au Québec du moins, là, qu'on voit... Ben là, ça serait à vous de m'en parler, mais moi, c'est quelque chose que j'aperçois, tu sais, que je sais pas, je pense pas qu'on a besoin d'avoir... je pense que c'est assez généralisé comme idée que l'éducation de l'enfant est redevenue la responsabilité de l'État plutôt que le parent. Mm-hmm. Bon, c'est sûr que le parent va avoir une épreuve. Puis là, c'est une généralisation, évidemment. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas tous les parents. Je dis pas que les parents sont mauvais. C'est peut-être juste une mentalité qu'on a que ça fait des années, puis c'est juste resté comme ça. Fait comment qu'on fait pour... La meilleure éducation possible pour un enfant, ben, c'est probablement par ses parents, parce que c'est les individus avec lesquels il passe le plus de temps. Puis, on dit, normalement. Ben, ouais. Ça, c'est un autre problème, potentiellement. Normalement, au final, les enfants sont toute la journée à l'école, dans des activités. Je pense qu'à la fin, les parents, oui, passent beaucoup de temps avec leurs enfants en petite enfance, mais plus que l'enfant évolue, ils en passent peut-être moins. Puis c'est peut-être un des problèmes aussi, parce qu'au final, ils sont peut-être déconnectés, puis ils savent peut-être plus qu'est-ce qui se passe au niveau éducation de leurs enfants. Pensez-vous qu'un enfant devrait être 8 heures dans une classe par jour, 5 jours par semaine? Pas plus. C'est trop aussi. Bien, ça revient à dire, c'est toute une autre conversation, mais ça revient aussi à dire pourquoi nous, on est sortis du milieu scolaire. Ouais. Ça explique que nos valeurs sont pas nécessairement les mêmes que le système d'éducation, puis le fait justement de mettre les enfants dans un cadre
Ouais, de penser que les enfants doivent être tous dans le même cadre, alors que clairement, c'est pas la réalité, puis c'est pas ce que les enfants ont besoin. C'est justement pour ça qu'on est en grande partie sorti du milieu scolaire pour créer quelque chose de nouveau, pour permettre aux enfants de leur offrir une éducation qui est différente, qui est plus axée justement sur la connaissance d'eux-mêmes, sur le volet aussi artistique, donc apprendre par le jeu en s'amusant, donc d'offrir en fait des façons différentes pour les enfants de s'épanouir, de se faire confiance aussi, d'apprendre c'est quoi la résilience, c'est quoi la persévérance, parce que la vie, c'est pas un chemin droit non plus. Donc, le plus que l'enfant apprend aussi à résoudre des défis, des conflits, communiquer aussi, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à se connaître, mais à ce moment-là, c'est là qu'on peut aussi voir l'enfant évoluer. Puis, si on revient au cadre scolaire, ben, c'est pas nécessairement que les profs le font pas, c'est juste que il y a tellement de besoins particuliers, puis il y a tellement d'élèves dans des classes qu'on a de la misère justement à personnaliser. Tandis que si on réduit puis on s'en va dans des groupes plus petits, nous, nos groupes sont de 8 enfants. C'est incroyable la différence qu'on peut faire parce que là, les enfants se sentent vus, ils se sentent écoutés. On personnalise justement selon leurs besoins. On peut vraiment aller faire... aller travailler justement selon leur passion, aller personnaliser. Donc, D'après vous, est-ce que l'éducation, c'est qualitatif ou quantitatif? Parce que d'après moi, c'est qualitatif. Ce que tu apprends et la qualité de ton enseignement est beaucoup plus valide que le nombre d'heures que tu passes. Bien, 100%, parce que de toute Avec façon... relativité, là, Oui. bien évidemment. Là. Est-ce que tu te souviens de tout ce que tu as appris à l'école? 100%. non. 20%, peut-être même pas. Ben Donc, non, ça doit ben, être, c'est ça doit être infiniment Ouais. petit. Là. Et donc, c'est souvent ça. Il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup d'heures qui sont mises. OK, on se pratique, on réussit quelque chose. Hey, par exemple, je me rappelle au secondaire, là, tu t'entraînais très fort pour réussir une évaluation de mathématiques, puis là, tu savais plein de choses. Un mois plus tard, tu avais oublié tout ce temps que tu avais consacré pour apprendre ces notions-là. Donc, au final, clairement, tu n'as pas été capable de les réinvestir parce que tu as oublié. Après, c'est sûr que si tu es en contact encore avec ça, ça va aller, puis tu vas peut-être pouvoir t'en souvenir. Mais je pense qu'il manque cette partie de le réinvestir concrètement direct, comme on parlait au final, que la business te permet. Tu apprends quelque chose, tu le fais. Tu apprends quelque chose, tu le fais. Parce que sinon, tu passes des semaines et des semaines à apprendre quelque chose. Il n'y a pas de réinvestissement. Pouf, on l'oublie, on le revoit l'année prochaine et la roue continue. Est-ce que justement, moi j'ai une question pour toi, Alex, là-dessus. Qu'est-ce qui t'a... Ça a été quoi ton déclic quand tu étais jeune pour que tu partes ta première business? T'étais où dans l'espace-temps de ton parcours de vie à l'école et ça t'a amené cette petite étincelle à dire, OK, ben moi, je pars ma propre affaire? Je sais pas. Honnêtement, j'ai commencé à travailler jeune. Je voulais de l'argent. Je voulais être capable d'avoir une certaine indépendance, là, j'imagine. Fait que j'ai commencé mon premier job, je devais avoir quoi? Je sais pas, là, genre 12-13 ans, là. Je faisais de la vaisselle, là, au golf. Puis, non, ben c'est ça. Puis, tu sais, c'était le fun. Puis ça te permet de... Tu sais, à un moment donné, c'est... Puis c'est un peu ça, le point que j'allais faire avant ta question, puis je vais aller sur une autre tangente, en fait, c'est que je pense qu'il faut aligner... Moi, j'aimais ce qui était business. Bon, j'avais de l'intérêt là-dedans. Fait que c'était... Tu sais, mettons que j'aurais eu accès à des cours de vente, de marketing, des trucs comme ça, disons, ça aurait été probablement plus intéressant pour moi que beaucoup de trucs que j'ai fait, right? Puis, tu vois, quand j'étais allé à l'université, ben moi, je prenais plein de cours un petit peu partout parce que ça m'intéressait. Le point que je veux faire par rapport à ça, c'est que je pense que tu as besoin d'enligner, je pense que tu as besoin d'un tronc commun en général, mais tu as besoin d'être capable d'enligner l'intérêt de l'enfant parce que tu sais, comme, je pense en psychologie, tu as la notion de flow, il faut que ça soit assez difficile, mais assez facile, puis tout le kit, puis tu as comme une évolution. Mais je pense que c'est important. C'est pas tout le monde qui apprend de la même façon, c'est pas tout le monde qui apprend au même rythme. Puis si t'as pas de pratique là-dedans, je pense que ça peut être pas mal plus long aussi pour certains. Fait que
Tu sais, la question revient tout le temps au même, à mon avis. C'est comment tu personnalises l'éducation. Mais je pense que ça doit être fait via les intérêts, dans votre cas, de l'enfant, mais de l'individu en général. Puis quand tu arrives, puis c'est seulement à 18-20 ans que tu commences à choisir le parcours que tu veux faire, puis que tu as passé 40 heures par semaine dans une classe avant pour apprendre des choses que, on va pas se mentir, c'est pas nécessairement tout le temps utile, là. Puis, fait que je pense qu'il y a comme je pense que la problématique à résoudre, c'est un petit peu ça. Puis je vais revenir sur ma tangente de tantôt aussi. C'est, d'après moi, passer 8 heures dans une classe pour des enfants, ça n'a absolument aucun sens. Ils devraient être dans le bois, regarder des marmottes, Découvrir, les dindons apprendre à se sauvages. découvrir pour justement apprendre leur intérêt. C'est quoi leur intérêt, dans quelle direction Oui, ils vont puis après pouvoir ça, de les aller. enligner un peu dans cette direction-là. Mais encore là, c'est un peu dur de dire on engage un employé gouvernemental. Puis là, ça devient... Je veux dire, on peut pas le responsabiliser à faire ça non plus. Fait que, tu sais, il y a une part que c'est les parents, la famille, la communauté, peu importe qui s'occupe de ça. Mais cette portion-là, on dirait que dans notre société, elle existe de moins en moins. Je pense qu'il y a un problème social aussi au niveau de l'approche qu'on prend avec l'éducation en général. Fait que, tu sais, là, avez-vous des alternatives à ça? Mettons, moi, je pense, c'est quoi le nombre d'heures, vous, en tant que prof, qui semble être idéal pour un enfant comme apprentissage par jour? Puis on s'entend que c'est pas 7 jours semaine. Ça serait quoi? C'est-tu 2 heures, 5 fois semaine? C'est-tu 3 Ça heures? dépend. Ça Moi, dépend du monde. Cali, si je peux y aller. Ouais. Ça dépend du type d'enseignement. Si on travaille par pédagogie, par projet, c'est génial. Les enfants sont engagés, puis à ce moment-là, on peut travailler vraiment plusieurs compétences en même temps. Je te donne un exemple. Dans le passé, moi, chaque année, en fait, j'appliquais pour des subventions, donc je recevais là, quand même des sous du gouvernement. Et là, je m'assoyais avec mon groupe, puis je disais, qu'est-ce que vous avez envie de travailler cette année? C'est quoi un gros projet? On va faire un gros projet sur 3 mois. Qu'est-ce qu'on a envie de créer ensemble? C'est monter une business, ça, en gros. Ben, C'est ça. 100%, Mais là, on c'est le ça. faisait concrètement. Et là, ce qui était vraiment génial, c'est qu'on touchait à plein de compétences. Donc, il y a une année que on a écrit des livres, en fait. Mes élèves ont été des auteurs et ils ont illustré aussi les livres. Donc, j'ai engagé un BDiste. On a regardé ensemble différents BDistes. J'avais communiqué avec eux. Les enfants l'ont choisi. Ensuite, j'ai combiné mes élèves avec des élèves de classe d'accueil qui apprenaient le français. Donc, mes élèves aidaient des enfants immigrants qui apprenaient le français. Donc, tout le volet aussi affectif était travaillé, intelligence émotionnelle, entraide. Donc, moi, je n'avais pas besoin de mettre des notes à mes élèves. Moi, je les écoutais en petits groupes et là, j'analysais, je regardais, j'échangeais. On faisait vraiment c'était vraiment une équipe qui était formée. À la fin, mes élèves enregistraient leur livre audio et on allait dans les classes des plus jeunes pour les présenter. Alors, ce genre de type d'enseignement, je te dirais que les élèves sont impliqués toute la journée parce qu'il y a de l'entraide, ils ne sont pas assis à un bureau. On s'en va des fois travailler à l'extérieur, on va aller faire des entrevues à d'autres élèves. Donc, il y a vraiment un mouvement dans la classe. Je te dirais que la classe, c'est quand même petit pour ça. Donc, si on avait des gros locaux ou si on pouvait justement aller travailler à l'extérieur puis que les locaux soient vraiment adaptés pour ça, dans les classes flexibles, il y a quand même beaucoup d'enseignants là, qui mettent en place, beaucoup d'écoles qui mettent en place de plus en plus des classes où les enfants, justement, ils ont différents ateliers pour aller s'asseoir, des chaises qui bougent. Donc, il y a quand même des choses qui sont mises en place, mais je te dirais que ça revient à de quel type d'enseignement, de quelle manière on enseigne, puis que ce soit pas l'enseignante qui décide pour les enfants, mais d'impliquer les enfants dans ce processus de création et surtout d'aller cibler les forces de chacun. Ben, Toi, t'es bon là-dedans, parfait, on va te prendre pour faire ça. Toi, t'es bon, ah oui, OK, les élèves, vous pensez qui serait bon pour organiser telle chose? OK, on fait une équipe. Et là, d'y aller avec les besoins, les intérêts des enfants. Je voudrais ajouter justement, excuse là-dessus. Moi, je travaillais avec la même pédagogie aussi par projet, puis j'avais d'ailleurs monté des classes flexibles dans mes classes pendant plusieurs années.
C'est quoi une classe flexible? En fait, la classe flexible, c'est que tu déconstruis complètement la classe traditionnelle. Puis dans le fond, il n'y a pas un seul modèle de classe flexible. Maintenant, si je peux parler de celle que moi, j'avais montée. Tu avais des ballons, tu avais des poufs, tu avais des tapis, tu avais des tables hautes, des tables basses, des tables rondes. Tu avais vraiment comme un ensemble de mobilier différent, puis il n'y avait pas de place assignée pour chaque élève. Fait qu'en fait, moi, ma pédagogie était essentiellement que par projet. Donc, un peu comme le projet que Sarah raconte, je faisais des projets dans le même genre, autres. Moi, j'étais plutôt au premier cycle avec les tout-petits. Et donc, comme tu travailles sur une tâche, sur un projet, bien, tu choisis l'assise qui correspond le mieux à ce que tu vas faire. Donc, si, par exemple, ils étaient dans une tâche d'écriture, ils allaient choisir la place assise, peut-être avec un bureau, parce qu'ils avaient besoin d'être droits et de bien écrire, parce que c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent à ce moment-là. S'ils étaient en train de découper puis de dessiner, ils étaient couchés par terre, puis ils découpaient, ils dessinaient. Où est-ce que j'enseignais dans cette classe-là? C'était au Chili. Donc, les portes ouvraient vers l'extérieur. On avait un petit jardin dehors. Donc, tu avais des enfants aussi qui allaient dehors puis qui travaillaient dans le jardin. Donc, les enfants choisissaient l'espace qu'ils voulaient en fonction de la tâche. Donc, on les amenait aussi à réfléchir. OK, en ce moment, tu vas lire un livre, tu vas écrire, tu vas calculer, tu vas découper, tu vas dessiner. Où est-ce que tu penses que c'est le plus adapté pour toi de t'asseoir ou d'être debout ou juste d'être dans l'espace pour réaliser cette tâche-là? Fait que ça les amenait à prendre conscience de leur processus d'apprentissage. Il y en a qui aimaient là, être assis à un bureau. C'est correct. Puis il y en a qui ne voulaient pas être assis à un bureau. Là. Il y en a, là, ils se promenaient dans le jardin extérieur puis ils se parlaient entre eux si c'était une tâche qu'ils devaient échanger entre eux. Donc, tu les responsabilises sur comment eux, ils apprennent en leur offrant plein d'options et qu'eux puissent apprendre à se connaître à travers ça. Puis comme dit Sarah, c'est au niveau de la tâche puis de la pédagogie. Puis au final, avec ce type de pédagogie, on fait toute la journée dans la classe puis les enfants ne s'ennuient pas. Ben, c'est ça, c'est qu'un projet, tu sais, je vais reprendre la métaphore d'une business, mais, tu sais, dans une business, pour monter une entreprise, ben, tu as besoin des gens qui sont compétents en vente, tu as besoin en marketing, tu as besoin en ressources humaines, du côté technique, des ingénieurs, disons, en logiciel, des affaires comme ça. Fait que c'est plusieurs personnes qui viennent en groupe pour un but commun. Puis on est tous capables de s'enligner là-dedans, mais c'est des personnes qui sont complètement différentes avec des skill sets qui sont complètement différents. Puis là, tu viens de faire un point que je pense qui est super intéressant. Un jardin, ça te permet de faire ça. Puis en plus de ça, je pense que t'es dehors, t'es grand, tu sais, je veux dire, t'es les mains dans la terre. Tu comprends un peu c'est quoi pour jardiner, là, je connais ça quand même un peu, mais c'est le principe de jardiner, de faire pousser des affaires. Tu comprends aussi il y a comme, tu sais, il y a de quoi de cyclique dans le jardinage, là, dans la mesure où tu plantes quelque chose, tu l'entretiens, tu le laisses pousser, puis là, ça va donner des fruits, des légumes, etc. Il y a quelque chose qui est cyclique avec la vie, veut pas. Puis, tu vois, peut-être que, je pense pas qu'on va trouver une solution aujourd'hui, là, au fait du système d'éducation, mais je pense qu'un jardin, puis peut-être des animaux, genre, prendre soin. peut-être prendre soin des animaux, là, je pense que ça peut responsabiliser. Tout à fait. Puis ça leur montre à prendre soin aussi d'eux-mêmes, parce qu'on est maître de notre propre bonheur, on est maître de notre propre épanouissement, on est maître de notre propre santé aussi. Donc, de faire pousser quelque chose, comme tu dis, un peu un jardin, une graine, puis de l'arroser, puis de le nourrir, bien, ça leur montre que c'est ça aussi le cycle de la vie. Puis, puis parfois, le besoin d'un petit peu plus d'amour, un petit peu plus d'eau. Puis, des fois, là, la plante, là, elle penche un petit peu vers la gauche. Donc, de leur montrer aussi ça, parce que la vie, c'est pas une ligne droite non plus. Puis, il peut en avoir des courbes, des hauts puis des bas. Puis, comment est-ce qu'on fait pour, justement, surmonter ces courbes-là, devenir plus résilient face aux obstacles. Oui, tout à fait. Puis t'en as là-dedans, tu sais, mettons qu'on split, pour le manque d'un meilleur terme, là. Si tu splits les tâches, ben t'en as qui peuvent construire, fait que t'en as qui peuvent travailler avec leurs mains. Après ça, t'en as qui sont des petits énervés, là, qui courent partout. Tu leur fais charrière brouette avec la terre, puis ils peuvent pelleter, puis brûler de l'énergie, parce que tout le monde est différent. T'en as qui peuvent être plus méticuleux, ben ils vont poser les cordes pour enligner dans ton jardin, que tout soit droit, etc. T'en as qui peuvent dessiner le plan du jardin au complet sur comment qu'on va... Tu sais, puis au final, tu regardes ça, t'as un menuisier, pour reprendre le même exemple que je fais depuis tantôt, t'as un architecte qui fait le jardin. Après ça, t'as des gens techniques qui enlignent ça, etc. Après ça, tu vas avoir des gens qui s'occupent des plantes. Puis, tu sais, tu peux disperser ça dans plusieurs corps de métier, si on veut, là, ou genre de type de travail. Puis c'est beaucoup plus représentatif d'une société en général, où les gens collaborent,
Avec Plutôt les que... forces de chacun. Ouais, parce que c'est Ouais. ça. Puis là, ça, c'est Tout à fait. c'est l'erreur en tout cas, c'est l'erreur des sociétés qui veulent mettre tout le monde dans le même bateau, là, si on veut. Mais c'est ça, donc peut-être que justement une approche par projet, comme le jardinage, ça peut être d'autres trucs, là, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais le jardinage, je trouve que c'est une super bonne idée. Ça Parce qu'en regroupe même temps, beaucoup t'es dehors. d'éléments. Puis justement, dans le jardin de ma classe, on avait fait un projet de bac à fleurs. Puis c'est un peu comme ça. Donc, il y avait, comme tu dis, les architectes, ceux qui avaient fait les plans, qui les avaient dessinés, puis ils ont peut-être des deuxièmes années. Là, fait que c'est un niveau d'architecture quand même restreint, mais ils ont réussi à dessiner et à mesurer les dimensions des palettes de bois pour faire les bacs à fleurs quand même. Là. Puis après, ils étaient là avec leurs petits rapporteurs d'angle puis leur équerre pour voir si c'était des bons angles droits. Puis là, ensuite, ben, tu avais les menuisiers qui les coupaient, mais ils les ont pas coupés tout seuls. Là. Ils avaient l'aide des vrais menuisiers de l'école. Mais ils étaient quand même impliqués dans la tâche, puis ils voyaient qu'est-ce que ça prenait, comment ça fonctionnait. Puis ensuite, il y avait ceux qui venaient planter les petites graines, qui les observaient. Puis là, c'est les petits scientifiques qui, à chaque jour, venaient regarder si la plante avait poussé, puis ils devaient les entretenir. Sol, puis des affaires comme Et ça. ça a duré 4 mois au final, jusqu'à temps que les fleurs poussent, puis c'est eux qui avaient choisi quelles graines on allait mettre, puis on avait mis des petits légumes aussi, on s'est fait une petite collation. Donc pour eux, ça a été formidable. Puis il y avait de la place pour les artistes aussi, parce qu'on les a peints, les boîtes à fleurs. Donc il y en a qui, c'est eux qui ont réfléchi au concept. C'était pas juste on va faire des petits dessins sur les boîtes à fleurs. Ils avaient pensé au concept, qu'est-ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils allaient utiliser comme peinture ou comme outil de bricolage quelconque, puis ils les avaient peints. Donc, ils sentaient qu'ils étaient impliqués aussi dans le projet, même s'ils étaient peut-être moins intéressés. Donc, tout le monde avait trouvé son compte. Puis, à la fin, on avait fait justement un petit reportage. Donc, là, ceux qui étaient plus outgoing, qui voulaient parler et présenter. Donc, des projets comme ça rassemble. Et en même temps, ça personnalise. Puis comme tu dis, c'est tellement représentatif d'une société. Puis j'aime que tu fasses l'analogie avec la business parce que on est en business aussi, puis on le voit comme ça. Mais on dirait que j'avais jamais perçu à quel point, dans une business, en fait, c'est comme l'approche par projet qu'on fait avec les enfants parce que tu unis les forces de chacun dans un but commun et c'est le feedback direct et régulier, puis c'est ce qui te permet de grandir. Et je pense, personnellement, et je pense que toi aussi, c'est ce qu'on aime, c'est qu'on grandit vite à l'intérieur d'une business, d'un projet comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ce feedback régulier. Il n'y a pas une lenteur. Tu fais quelque chose, ça marche, go. Tu fais quelque chose, ça marche pas. Tu te réajustes, puis on prend vraiment les forces de chacun. Puis c'est intéressant aussi parce que pour monter la business, tu as vraiment besoin de tout. Tu as besoin de gens qui, autant cadrer dans le cadre scolaire traditionnel que de personnes que non, qui vont faire bouger un peu les choses. Puis, une des questions auxquelles je pensais justement, c'est toi, dans les business que tu as montés, puis dans ton parcours entrepreneurial, les gens avec qui tu t'es allié, est-ce que c'était plus des gens de ton profil, qui avaient peut-être plus un profil atypique, qui fitaient peut-être moins dans le cadre scolaire, ou au contraire, ça a été des gens qui étaient très studieux, très, on pourrait dire, intellectuel. Donc, ça ressemblait à quoi un peu tes relations de travail et d'affaires à travers le temps? Ouais, mélange. Je pense que c'est du cas par cas, là, honnêtement. C'est sûr que tu essaies de trouver des personnes qui comptent tes faiblesses. Logiquement, là. C'est ça. Parce que justement, tu veux que ton projet, parce que c'est ça, l'analogie du projet, que ce soit un jardin ou une business, est très bonne. Puis je pense que la propriété émergente des deux qui est important, c'est que tu as un objectif. Puis je pense que là est peut-être l'intérêt vient probablement de ça aussi. Disons que tu veux, je sais pas moi, tu veux devenir musicien puis faire des shows, voici l'objectif. Tu vas comprendre la nécessité d'apprendre à jouer de la guitare, right? Puis de pratiquer, puis toute la quête. Si tu veux pas être écrivain, puis on te demande de faire des figures de style en français, puis c'est mon langage, je dirais pas, mais ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, exactement. Tu vois, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, si on dit on monte un spectacle à l'école, là, t'as du monde qui peut s'occuper du son, t'as du monde qui peut s'occuper de la scène, des costumes, tout t'es capable de trouver un rôle à chacun via un projet. Le principe d'un jardin, c'est bien. On fait de la bouffe, puis c'est hyper... Chaque humain dans le monde entier mange, et la nécessité de faire pousser des fruits et des légumes est omniprésente pour l'humanité au complet, right? Même chose pour
pour Élever. des animaux. Ouais. Fait que je pense que ces deux-là sont vraiment dans le cœur de l'humanité. Si tu veux, Puis c'est vraiment... tu sais, en plus, tu sais qu'est-ce que tu mets dedans. Ouais, tu sais ce exactement. que tu manges au final. Ouais, tes trucs sont bio, là. J'espère que tu fais pas un jardin à l'école avec des pesticides, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu sais que, je sais pas où j'avais entendu ça, mais je pense que c'est comme en 1950, au Canada puis aux États-Unis, là, en Amérique du Nord, je pense que c'était comme 98% des gens qui avaient leur jardin, puis aujourd'hui, c'est en bas d'1%. Fait que, on pogne nos trucs à l'épicerie, toutes les quêtes. Mais tu sais, la qualité de tes aliments quand tu as ton jardin est nettement supérieure. Ouais. Fait qu'en plus de ça, ben, tu sais, il y a comme un apprentissage qui est intéressant dans tout ça. Puis tout le monde peut y trouver son compte. Alors que je pense que quand l'objectif est peut-être pas aussi motivant, c'est-à-dire, je sais pas, mais disons que tu dis à un élève, OK, ben toi, tu vas être en charge de la rédaction du communiqué de presse pour le journal local pour notre projet de jardin. Pas mal plus pratique pour lui d'apprendre le français ou l'anglais ou l'espagnol par écrit, adéquatement, que si tu dis, écoute, faut que tu me conjugues le verbe être. 100%. Au final, tu vas apprendre à conjuguer ton verbe parce que tu veux bien écrire dans ta lettre. Oui, il y a une intention. Il y a Mais l'intention. c'est ça, intention, mais l'humain, ça, ben, je pense que c'est assez établi, puis il y a plusieurs livres qui parlent de ça, là. C'est en anglais, là, driven, il est motivé par l'objectif, dans le fond. C'est l'atteinte de l'objectif. Puis, je sais pas qui disait ça, mais je pense que c'est d'un point de vue neuropharmacologique, le principe, la journée pour the journey, la journée pour atteindre l'objectif, le parcours pour atteindre l'objectif est plus important que l'atteinte de l'objectif en soi. Oui, tout à fait. Bon. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas un objectif qui est défini ou qui n'est pas intéressant pour toi? Parce qu'il y a une portion d'intérêt. Si tu me dis, Alex, je veux que tu deviennes le meilleur au monde en parachute, moi, j'ai peur des hauteurs. Non, ça m'intéresse pas pantoute. Par contre, ben, tu vois, moi, je veux monter, la plus grosse business possible. En tout cas, il y a plusieurs affaires au niveau professionnel que j'ai envie de faire. C'est sûr que ça me motive. Mais si tu me dis, c'est des choix en parachute, je n'ai pas la motivation. Donc, si tu dis à un élève d'apprendre à conjuguer des verbes, puis lui, je sais pas, moi, il veut devenir joueur de soccer professionnel, ben, c'est peut-être un peu plus dur d'enligner. Là, comment tu fais la réconciliation entre les deux? Parce que clairement, tu as besoin d'un skill set général dans la vie. Tu sais, c'est bon de lire et écrire, là. C'est pas de l'enlever complètement, mais c'est comment de l'amener. Puis je pense qu'un projet, justement, je pense que c'est la propriété. Les projets, en général, sont une propriété émergente de toute communauté. Toute communauté a des projets. Chaque groupe d'humains a un projet. Puis c'est pas comme ça aussi qu'on se rassemble, je pense, comme humains, dans un but commun, que ce soit créer une meilleure société, que ce soit, je sais pas, moi, construire un bateau, ou n'importe quoi. C'est comme ça qu'on collabore. Ben, c'est comme ça qu'on vit, en fait. Fait que je pense que c'est un bon type. Je pense que c'est un meilleur type d'apprentissage. Puis vous, est-ce que c'est ça, je suis curieux chez l'éducation, est-ce que c'est ça que c'est quelque chose qui est dans que vous faites ou que vous envisagez de faire? Bien, tout à fait, dans une autre mesure, dans le sens que, nous, on travaille essentiellement en ligne, mais on trouve la façon de pouvoir travailler avec ce type de pédagogie sans faire un projet de jardin, comme on dit. Mais nos valeurs premières, c'est, si on revient là à ce qu'on a dit avant, je te dirais qu'on est beaucoup plus dans le éduquer et non dans le... c'est quoi l'autre mot qu'on dit? Instruire. Oui, instruire, tu sais. Dans le sens que pour nous, on va vraiment aller travailler les bases fondamentales chez l'enfant, l'amener à se développer en tant que petit être humain, puis ensuite, on va aller lui enseigner le français, les maths, mais avec ce fil conducteur d'éduquer, puis on essaye de ramener cet aspect-là d'éduquer. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi tout le volet socio-émotionnel, qu'on essaie d'avoir des outils interactifs, qu'on fait venir des artistes, qu'on essaye vraiment de repenser l'éducation sous une forme beaucoup plus globale avec les enfants. Et non juste, aujourd'hui, on va travailler les fractions parce que tu as de la difficulté avec des fractions. C'est zéro ça, notre approche, là. Exactement. Puis,
J'aime ça, Scali, ce que tu parles, par exemple, au niveau créatif, artistique, c'est que on va leur laisser la chance aussi de toucher à plusieurs types d'art, puis de voir, ah, OK, moi, la danse, finalement, j'aime ça. Je me suis découvert peut-être une nouvelle passion. Puis à ce moment-là, il y a un rôle au niveau des parents d'être à l'écoute de leur enfant. Hey, wow, j'ai vu que ma fille, là, ou mon garçon a tellement aimé ça, faire le cours de dessin avec ce BDS-là. Bien, peut-être que je vais l'inscrire justement à des cours de dessin pour qu'il puisse exploiter ça encore plus. Même chose un peu pour le volet émotionnel. Donc, on apprend aussi aux enfants à se faire confiance, à communiquer aussi. Parce que c'est important de dire oui, de dire non, mais aussi que les enfants soient à l'écoute. Dans la vie, c'est ça aussi. On ne peut pas dire oui à tout, puis il faut être capable justement de savoir. Des opportunités, il va toujours en avoir, mais lesquelles concordent vraiment avec ce que nous, on a envie de créer. Donc, c'est de se faire confiance aussi, puis on aide les enfants à prendre des décisions aussi qui sont pour eux, et les parents sont là aussi pour encadrer à ce niveau-là, puis guider l'enfant justement vers ses choix, vers ses aspirations. Ben, tu sais, il y a deux parties à ça. Je pense qu'il faut que, tu sais, disons, tu prends, je sais pas moi, Michael Jordan, pour dire. Ben, t'avais le talent, mais t'avais l'intérêt aussi. Tu sais, il faut que les deux aillent de pair. Ouais. Mais là, il y a aussi une affaire là-dedans. Ça peut pas être l'enfant de 6 ans qui décide à 6 ans qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, puis let's go. Fait que là, comment tu fais les C'est deux? une très bonne question. Je voudrais dire quelque chose là-dessus. Vas-y. Ouais. En fait, c'est que il faut, dès le jeune âge, s'assurer de construire un enfant suffisamment fort dans ce qu'il est pour que quand il va avoir 18 ans, il va être capable de dire « moi, c'est ça que je veux faire », tu comprends? Puis au final, ça va avec bâtir sa confiance en soi, son estime de soi, puis se connaître. Un enfant qui s'affirme, qui sait ce qu'il veut sur le moment. Sûrement, il ne sait pas ce qu'il veut faire plus tard, mais il sait qu'il veut aller jouer dehors. Il sait qu'il veut lire un livre, ou peu importe. Il se connaît, il connaît ses émotions, il sait comment les gérer. C'est difficile d'être un être humain. Même encore à notre âge, je trouve ça encore difficile. Imaginez pour les enfants, c'est difficile de gérer ses émotions, c'est difficile de savoir ce que tu veux, mais si dès ton plus jeune âge, on t'a entraîné à avoir une confiance en soi, à douter de toi-même et trouver les questions aussi, hein. C'est pas juste j'ai confiance en moi, j'ai raison, surtout au contraire, à se remettre en question, à se re-questionner, à évoluer, à faire des choix, à les assumer, autant les conséquences positives que les conséquences négatives, à gérer ses émotions. On te construit un petit humain, donc plus que tu grandis, plus que les choix que tu auras à faire vont être alignés avec toi. Puis, tu vas savoir comment bien te développer dans la vie. Donc, au final, ça commence jeune. Puis, souvent, un enfant qui a des difficultés à l'école, bien, c'est parce qu'il y a certaines failles à ce niveau-là. Souvent, il n'a pas assez confiance en lui, il ne se permet pas l'erreur. Beaucoup d'enfants ne se permettent pas l'erreur, ne se donnent pas le droit à l'erreur. Des fois, ça vient peut-être des parents, ça vient peut-être d'une certaine pression sociale. Mais d'amener l'enfant à se sentir confiant, compétent, d'aimer ce qu'il apprend, de trouver ses méthodes de travail, puis qu'il aime lui-même son parcours scolaire, son parcours humain, ça va tracer sa direction pour plus tard. Oui, puis il peut pas faire ça seul. Non, c'est donc ça. leur prend, il a besoin d'être ça encadré. leur prend un cadre, dont l'importance de la communauté, dont l'importance de se rassembler, d'avoir des figures positives aussi, des gens qui nous inspirent, donc de faire en sorte que l'enfant est bien entouré aussi. Oui, puis tu sais, il y a aussi il y a aussi des décisions que ça a. Je veux dire, il peut revenir certaines décisions à un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, quoi que ce soit. Mais l'heure qu'il se couche, là, c'est pas sa décision. Là. Ben non, exactement. Je veux dire, il y a des décisions qui sont pour les enfants. Ouais. Puis là, c'est là qu'il est important aussi de bien catégoriser. C'est quoi qui revient de la... C'est quoi qui revient de la décision de l'enfant, puis c'est quoi qui revient de la décision du parent. Tout à fait. Puis plus qu'il vieillit, le plus qu'il va avoir de pouvoir décisionnel. Comme nous, bon, quand t'arrives en appartement, t'as ton premier appart, t'as plus de pouvoir décisionnel, toute la kit. Là, après ça, tu vois que t'as plus de contraintes aussi. Fait que la responsabilité vient avec la liberté, là, si on veut. Ouais. Là, les deux viennent ensemble. Puis l'adolescence, c'est là que souvent c'est plus difficile parce qu'on a comme un désir de vouloir être libre, de vouloir prendre nos propres décisions, mais on n'est pas encore tout à fait là. Ça, c'est un autre, Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est tout à fait vrai. L'enfant doit apprendre et il l'apprend et le vit. Qu'il y a une place qui lui revient, mais il fait partie d'une société avec d'autres personnes qui, eux aussi,
ont leur mot à dire, puis il y a des décisions qui sont prises pour son bien, puis c'est pas contre lui, c'est juste parce qu'en ce moment, il n'est pas encore en mesure de prendre cette décision. Mais tout se fait par la communication, la conversation, d'où l'importance des relations saines qu'il va développer avec les personnes qui l'éduquent, autant les parents, autant les enseignants, même ses pairs. Donc, c'est quelque chose qui se construit en équipe. Puis ça, avez-vous un guideline, juste par curiosité, de quelle décision devrait... Parce que ça, c'est une affaire aussi. Je pense que notre société aujourd'hui est beaucoup trop lousse sur... Permissive. Ah ouais, mais là, je veux dire, c'est pas un enfant de décider à quelle heure il se couche. Je veux dire, à 6 ans, là, t'as besoin de constance. Tu te couches à 8 heures, je sais pas c'est quoi l'heure, peu importe. La constance, ça, c'est un mot super important en enseignement qui est numéro 1, je dirais. La constance. Si on dit une chose une fois puis qu'on respecte pas, comment tu veux que l'enfant te respecte par la suite? Ouais. Donc, de vraiment, si ça c'est une consigne, ben c'est la consigne pour le moment, puis la respecter aussi, nous, pour se faire respecter par la suite. Puis c'est quoi qui revient? Parce que moi, je pense que, surtout à 6 ans, là, il y a peut-être pas... Tu sais, je veux dire, ça va... Les décisions que tu prends... Il y a une mouche qui me tourne autour. Les décisions que tu prends, c'est parce que tu dois être en mesure d'assumer la responsabilité pour ces décisions-là, right? Fait que, c'est quoi la responsabilité d'un enfant de 6 ans? Ou de 7 ans, ou de 8 ans, peu importe, là, parce qu'au primaire, dans votre cas. Je comprends qu'en adolescence, ça commence à changer, à l'université aussi, mais c'est quelque chose aussi qui est peut-être de moins en moins bien paramétré dans notre société. En fait, c'est que c'est difficile, je pense, puis je crois qu'il y a beaucoup de débats de société par rapport à ça, de paramétrer, parce que sinon, on revient à ce qu'on dit, est-ce que vraiment on doit uniformiser Ah, t'as raison. dans l'éducation, puis ça dépend peut-être de chaque enfant. Il peut peut-être avoir une tangente, il peut peut-être avoir des recommandations, mais après, ça dépend de chaque enfant, ça dépend des familles, ça dépend des modes de vie, ça dépend des besoins, de la culture. Tu sais, ici, par exemple, je pense, je vais dire quelque chose très général, je crois que de manière générale, les enfants se couchent à 8h, 8h30, mettons, un enfant de 6-7 ans. En Amérique du Sud, là, ils se couchent pas avant 10h, là, puis c'est bien correct. Donc, c'est... Puis nous, on trouve ça scandaleux. Donc après, je pense que ça dépend, comme dit Sarah, ça dépend de la culture, ça dépend des familles, ça dépend des parents, ça dépend de l'enfant, ça dépend de ses besoins, ça dépend de tellement de choses. Puis, bon, c'est un sujet hyper intéressant. Et je pense qu'on va devoir clore là-dessus pour aujourd'hui. Donc, avant de terminer, Alex, j'aimerais peut-être avoir un dernier petit message ou qu'est-ce que toi, ton parcours en éducation t'a appris? Puis, qu'est-ce que tu pourrais recommander à quelqu'un qui se sentirait un peu dans ta position, un peu comme pas tant à sa place dans le système d'éducation, mais qui aime apprendre, parce que ça reste que tu es un grand apprenant, puis tu aimes beaucoup apprendre, mais c'était peut-être pas un cadre qui fonctionnait pour toi. J'irais plus d'un côté d'entrepreneur, si tu veux, puis ça serait d'essayer des trucs, se planter, faire des erreurs, puis de rectifier le tir, puis continuer. Merci. Super. Ben, merci Alex. C'est bien apprécié. Merci, ça a été vraiment enrichissant, de beaux échanges. Merci à tous. Puis, je pense qu'on aurait pu continuer cette conversation pendant très longtemps. On n'aura pas les réponses aujourd'hui de notre système d'éducation idéal. Je pense pas qu'il existe d'ailleurs. Mais c'est très intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des parcours différents, puis d'avoir ta vision aussi sur l'éducation, sachant que tu œuvres un peu aussi dans ce domaine avec tes business, puis ton parcours qui est atypique, puis c'est toujours très intéressant d'avoir d'autres points de vue. Un gros merci pour votre temps. Merci. Merci.